La non-violence est une revendication de sens dans un monde que l'injustice, la misère et la guerre rendent insensé. Elle est un témoignage d'espérance. Face à l'injustice, l'oppression et l'agression, en quoi la non-violence est-elle une action? À quelles conditions est-elle porteuse de sens? Je suis Naounou Daleba, responsable de la justice sociale, spécialiste de la lutte non violente et de la mobilisation communautaire. Dans ce monde de plus en plus violent, un monde où nous ne nous battons pas à armes égales, et la non-violence est l'arme la plus indiquée à double titre parce que elle est porteuse d'espérance et elle permet d'éviter, d'humilier l'adversaire et d'atteindre ses objectifs tout en évitant toutes les conséquences qu'on pourrait imaginer que la lutte violente pourrait apporter. Daleba, vous êtes spécialiste de la lutte non-violence. On dit que la première forme d'action non-violente ouverte consiste à faire apparaître l'injustice au grand jour. Quelles sont quelques injustices que vous avez fait paraître au grand jour en Côte d'Ivoire? Oui, merci, elles sont nombreuses. Je peux donner quelques injustices qui, pour moi, m'ont marqué et me poussent aujourd'hui à continuer de me battre. La lutte contre le projet de la centrale à charbon, parce que cela nécessite plusieurs années de mobilisation, une certaine énergie, une certaine synergie d'action, surtout un lobbying à un certain niveau, avec des alliés pas possibles pour que nous puissions arriver après 8 ans d'engagement à faire arrêter ce projet de la centrale à charbon. Donc ça a été quelque chose qui est inspirant pour nous, dont nous pourrons nous utiliser dans la capitalisation des connaissances ou des acquis pour éviter que d'autres pays puissent connaître cette contagion. En plus de Dahlia Fleur de la centrale à charbon, nous sommes également engagés auprès des zones minières, précisément dans la zone de Zonouin, dans la mine d'Iti, où nous avons observé des rapports pour mettre en exergue la destruction de l'environnement et le calvaire des communautés. Nous avons aussi mis en exergue la pollution du fleuve Cavali qui borde la Côte d'Ivoire et le Libéria. Donc ce sont des questions de protection. Dans le cadre de cette lutte, nous continuons aujourd'hui d'accompagner les communautés où l'on exploite le gaz du côté de Jacquesville, où nous essayons de faire entendre la voix des communautés sur l'exploitation des fossiles. Nous essayons également d'accompagner les communautés du côté de Saint-Grobo, là où il y a un barrage hydroélectrique, pour montrer également que toute industrie, tout extractivisme doit tenir compte aussi des communautés. Voilà ce que nous faisons dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et n'oublions pas, nous faisons de l'agroécologie paysanne notre fer de lance dans la lutte contre les changements climatiques, car pour nous, cette agriculture permettra de restaurer les sols et permettra d'éviter les grandes émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à travers notre bootcamp Yalitia qui s'organise sur toutes les vacances, nous essayons de former les communautés, plusieurs milliers de communautés à cette pratique agroécologique qui respecte la biodiversité, qui protège la biodiversité. La mise en œuvre des différents moyens de l'action non violente doivent être organisés, planifiés et coordonnés dans le cadre d'une stratégie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y aurait une lutte pour laquelle c'est plutôt l'instinct et l'expérience qui ont pris le dessus? Je pense que je peux dire c'est l'expérience due aux différentes luttes que nous avons menées et qui de façon naturelle, l'habitude devenant une seconde nature, nous a permis de refaire et de ressortir les stratégies de la lutte non violente partout où nous sommes passés. Nous avons mis en exergue ces luttes. Et chaque lutte a ses réalités et qu'à un certain moment, il fallait improviser, il fallait créer, mais tout en restant dans ce qu'on appelle les paradigmes de la lutte non violente. Mais à un certain moment, nous avons aussi eu besoin de notre intelligence, nous avons eu besoin de l'instinct de survie et mettre tout ça dans le mode stratégique, planification et après évaluation de tout ce que nous avons posé. L'action en elle-même est non violente, mais est-ce qu'il y a des dangers qu'encourent les activistes et quelle affaire t'a attiré le plus d'ennuis? Tout activiste qui décide de prendre comme chemin la lutte non violente et qui essaie de se battre pour la justice sociale doit se mettre en tête qu'il est exposé lui-même pour être victime de l'injustice et même pour être victime de la violence, parce que il est partisan de la non-violence. Et je peux vous dire, il y a deux faits qui m'ont marqué, qui m'ont créé beaucoup d'ennuis. Un portait sur un jeune qui avait été mordu par un chien. Malheureusement, son affaire a failli être camouflée et de façon injuste. Un enfant de 3 ans qui avait été défiguré. Je pense que pendant 1 an, on s'est battu avec cette famille, malgré les menaces, malgré les tentatives d'intimidation, avec l'achat de conscience de certaines personnes. Nous nous sommes battus et cette famille a été réhabilitée pour que l'enfant puisse
refaire sa chirurgie faciale. Le second cas, c'est le cas d'un ami qui avait été arrêté et il fallait déployer la stratégie de la lutte non violente pour qu'il puisse être libéré. Ça m'a valu 2 ans de procès parce que dans la stratégie, après avoir participé à sa libération, la justice a voulu savoir d'où sortaient les informations qui avaient été véhiculées dans le cadre de sa détention illégale. Et ça, 2 ans de procès, moralement, c'est pesant. Et surtout, quand tu es un père de famille et quand tu penses que c'est de façon injuste et c'est un harcèlement moral. Et ça, ce sont des moments qui marquent, mais qui nous donnent l'expérience de la lutte non violente. Daliba Noël, ma mère disait, l'injustice environnementale va de pair avec l'injustice sociale. À quel moment vous avez shifté des droits humains aux droits climat, aux droits environnementaux? La justice sociale englobe toutes les justices. C'est parce qu'il y a une planète qui existe, c'est parce qu'il y a un espace, c'est parce qu'il y a un environnement, c'est parce qu'il y a de l'air que nous respirons que nous pouvons défendre les droits humains. Et donc, l'existence de l'homme est conditionné par un environnement sain, par la protection de l'environnement. Donc, naturellement, défendre l'environnement, c'est défendre l'homme. Et donc, ça a été quelque chose de naturel. C'est une transition normale parce que on ne peut pas dire qu'on défend l'homme et ignorer son cadre d'existence. Et je pense que l'homme ne s'épanouit, les droits humains ne s'épanouissent que dans un cadre aussi protégé, aussi défendu. T'es passé à plein de reportages. T'es passé dernièrement dans un reportage de TV5 Monde. D'ailleurs, on mettra le lien en description de cet épisode où tu disais avoir renoncé à travailler pour des multinationales pour défendre la biodiversité en promouvant l'agroécologie. Et dans ce reportage, tu racontais ton engagement. Je t'ai aussi connu sur la campagne de lutte sur un projet de protection de dahlia fleurs. Comment ça s'est finalement passé? Raconte-nous. Oui, effectivement, comme je le dis, pour la première question, je suis spécialiste, je suis chercheur, géographe, géoéconomiste. J'ai eu un 2A en géographie économique. Et d'ailleurs, j'ai préparé une thèse sur les multinationales agro-industrielles. Et donc, ma spécialité, c'est la géoéconomie. Ce sont les multinationales et leur impact sur notre société et de façon sociale, économique, spatiale et environnementale. Et je pense que c'est pendant ma recherche et avec mes contacts avec les multinationales que j'ai découvert le côté l'iceberg et la face cachée de ce que nous appelons les IDE, les investissements directs étrangers. Et je pense que mon engagement également est parti de là. Pour moi, c'était du néocolonialisme et c'était du néolibéralisme qui avait pour effet d'induire des gens dans la précarité. Concernant Dahlia Fleur, pour nous, qui avons été en tant que membres de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui avons été les hôtes de la COP15, on a vu ça comme une trahison. Surtout que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tient la présidence de la COP15. On ne peut pas vouloir engager des centaines de milliards, engager le monde entier et que nous allons travailler à la réforestation, à la restauration du couvert forestier et que quelques jours après avoir mis clap sur la COP, que l'État de Côte d'Ivoire, je ne sais pas par quelle magie, décide de détruire un poumon forestier en pleine ville qui est la forêt Dahlia Fleur, que je dis, qui est une forêt naturelle qui aujourd'hui contient beaucoup d'espèces naturelles. C'est une réserve. Et une réserve dans notre législation est tellement protégée que on ne se lève pas un matin pour dire qu'on va céder ça à des multinationales, à des entreprises qui vont les exploiter à des buts personnels. Et pour nous, c'était inacceptable et nous sommes mobilisés pour que cela ne puisse pas être acté, pour ne pas que le projet puisse voir le jour. Et heureusement, je pense que pour l'instant, c'est un vieux souvenir. COP15, pour ceux qui ne l'ont pas su, de la désertification s'est tenue en mai 2022 à Abidjan. C'est juste après ça qu'il y a eu Dahlia Fleur. Maintenant, le lien avec l'agroécologie. L'agroécologie paysanne est une réponse à la destruction de la forêt par l'agriculture industrielle sur tous les plans. Parce que l'agriculture industrielle, non seulement c'est une agriculture intensive en détruisant la forêt, mais en détruisant également le sol. Et pour nous, avec l'utilisation des pesticides, avec l'exploitation, la pression foncière mise sur les sols, pour nous, l'agroécologie vient répondre à cette question. Non seulement pour restaurer les terres détruites, pour protéger les forêts, parce que l'agroécologie, c'est un mélange de la protection de biodiversité et de l'agriculture. Avec l'agroécologie, tout en cultivant, on protège la nature, on protège la biodiversité. On ne peut pas s'engager en disant on protège l'environnement. On se bat contre les changements climatiques sans proposer une alternative à l'agriculture industrielle.
Aujourd'hui, l'alternative, c'est l'agroécologie paysanne. Daliba, tu as duré dans le milieu de l'activisme et du changement climatique. Comment les organisations de la société civile devraient aborder ce travail pour être plus efficaces? Il y a deux choses fondamentales. Il y a la formation, parce que je pense que les ONG ne doivent pas rester à l'étape de critique, mais doivent avoir un quotient intellectuel, doivent posséder des connaissances, doivent être des spécialistes dans ce domaine pour faire des contre-propositions, pour proposer des alternatives à ce qu'on voit. C'est important parce que les ONG sont vues comme des personnes ou des organisations qui critiquent. Or, aujourd'hui, il faut passer à l'étape de la proposition après des critiques, à l'étape de l'alternative. Et il faut surtout passer à l'étape de la connaissance acquise et de la capitalisation des connaissances. Et je pense que c'est important pour les ONG. Ça mettra les ONG à un certain niveau de responsabilité et de considération, vu qu'aujourd'hui, les ONG jouent un rôle primordial dans l'accompagnement des gouvernements et dans la connaissance des réalités des populations. On voit de plus en plus des organisations de la société civile partir et participer aux conférences internationales, que ce soit climat, biodiversité ou désertification. Est-ce que tu trouves que l'apport de ces organisations est déjà palpable ou est-ce que nous tous sommes vraiment efficaces dans notre participation aux conférences? Je pense que leur apport est mitigé, mais il y a un effet plus réconfortant, c'est de comprendre et d'avoir des arguments pour aujourd'hui proposer des alternatives vis-à-vis des rencontres internationales pour nous, qui sont des rencontres de bling-bling, des rencontres où le lobbying du capitalisme joue un rôle important. La présence des ONG est aussi une présence pour montrer que des ONG existent et que elles essaient de jouer leur rôle. Elles essaient de jouer des plaidoyers parce que il faut le noter lors de ces rencontres internationales. Les ONG ne sont que des spectatrices et des ONG ne peuvent faire que du plaidoyer ou du lobbying, ne sont pas invités à la table de négociation ou de discussion. Mais c'est quand même important de comprendre les enjeux, d'être là et de montrer et de forcer parce que, comme on l'a dit, il faut toujours continuer de se battre pour qu'un jour, on nous ouvre les portes des discussions et qu'on nous ouvre la place et qu'on nous mette autour de la table. Et cela passe également par notre présence accrue, non pas pour faire du bling-bling, mais pour montrer que nous voyons ce qu'ils font et que nous sommes conscients que l'enjeu, ce n'est pas seulement des discussions, mais l'enjeu, c'est d'agir et de protéger notre planète contre le réchauffement tout azimut. Les effets de ce changement climatique se ressentent différemment dans différentes régions du monde. Quels sont les impacts des changements climatiques que tu vois dans les communautés que tu fréquentes et comment cela affecte la base? Je peux dire aujourd'hui, ce sont les avancées de la mer. Aujourd'hui, les pêcheurs ne peuvent plus avoir du poisson comme ils le faisaient parce que aujourd'hui, les côtes ont avancé, le poisson va de plus en plus loin à cause du réchauffement climatique et ils n'ont pas de moyens pour aller pêcher en haute mer. C'est une conséquence naturelle. Le dérèglement climatique fait que les saisons ont changé. Aujourd'hui, nos parents regardaient les saisons pour cultiver. Ce n'est plus possible. Avec l'avancée, la destruction de la forêt, avec l'avancée du désert, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des terres qui puissent nous apporter une agriculture qui puisse répondre, comme je le dis, aux besoins. Il y a des effets néfastes sur également notre environnement, notre durée de vie. Ça affecte notre santé. Avec les communautés qu'on visite, il y a cette réalité. Les communautés qui vivent en milieu marin subissent de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Je peux citer la Oukmanda, où le village a totalement disparu sur l'avancée des mers. C'est du côté de Grand Laou. Bassam aujourd'hui, même avec cette pluie, l'eau est sortie de la mer, a coupé toutes les voies de Bassam. C'est une réalité que nous savons, que nous vivons et que les communautés vivent au quotidien. Merci Daliba. On va passer à la seconde partie de l'interview où je vais te lire quelques sagesses que je suis sûre vont te plaire. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Gandhi. Dans toute science, il y a le référent ou le référentiel. Gandhi est celui même qui est l'image de la foi, l'image de la détermination. Quand on sait l'époque de son acte durant la marche du sel, Gandhi avait foi et il pensait que se battre pour obtenir l'indépendance des Indiens à travers la marche du sel n'était pas impossible. Pour lui, l'action détermine les résultats. Il l'a fait et aujourd'hui, on voit l'Inde compter parmi les pays les plus émergents, les plus importants de notre planète. Nous savons douloureusement par l'expérience que la liberté n'est jamais donnée volontairement par l'oppresseur. Elle doit être exigée par les opprimés. Martin Luther King.
Oui, l'oppresseur est dans son rôle parce qu'il jouit de la souffrance de l'opprimé. Et donc, c'est à l'opprimé de se révolter, c'est à l'opprimé de montrer qu'il souffre, c'est à l'opprimé de dire qu'il est un être humain. La réponse à l'oppression ne viendra pas de l'oppresseur, mais viendra de l'opprimé parce que c'est celui qui vit à cette oppression dans sa chair, dans sa tête et dans sa vie quotidienne. Tu vas aimer celle-là. Thomas Théodore Sankara. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Les résultats ne viennent que par l'action. Seule l'action détermine les résultats. Sankara était un homme d'action. Il était un homme de terrain. Il pensait que on pouvait changer le monde et on peut changer le monde par l'action et non pas par le verbe seulement. Mandela. Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte et il ne reste souvent à l'opprimé d'autre recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Mandela nous montre là la stratégie. La réponse à un mal est proportionnelle au degré du mal. Il disait à juste titre que les réponses sont déterminées par les causes du problème. Plus la cause est grande, plus la réponse sera à la hauteur. Et donc, il n'y avait pas d'alternative. C'est vrai que ça entraînait aussi la confusion. Est-ce qu'il fallait répondre aux armes par les armes ou bien répondre aux armes par la non-violence? Mais pour moi, il voulait montrer l'engagement des opprimés qui devaient aller au-delà de ce que faisaient les oppresseurs pour leur donner une réponse adéquate afin de lever le pied sur l'étrier. Barack Obama maintenant. Nos enfants n'auront pas le temps de débattre sur le changement climatique car ils seront trop occupés à gérer ses effets. Parce que Barack Obama savait que nous sommes déjà dans l'urgence climatique. Nous sommes en pleine urgence climatique. Nous sommes en pleine crise climatique. Si nous ne jugulons pas cette crise, nos enfants n'auront même pas d'autre choix que de chercher à régler effectivement, à colmater les brèches parce que il sera déjà trop tard. Il nous invite à l'action car nous sommes déjà dans l'urgence climatique. Nous sommes déjà dans la crise climatique. Daleba, vous êtes un père, un oncle, un grand frère. Quelles sont les valeurs que vous tenez à transmettre aux enfants? Il y a l'une des valeurs qui me tient naturellement à cœur, c'est la dignité. La justice, pour moi, ce sont deux valeurs qui pourraient permettre à un monde d'être pérenne et d'éviter des guerres, d'éviter que nous tombons dans tout ce qui est malveillance, que nous puissions vivre en tenant compte de l'autre. Si nous sommes dignes, on ne cherchera pas à faire du mal à autrui. Si nous aimons la justice, on ne fera pas du mal à quelqu'un. Pour moi, l'humanité, le défi de l'existence de l'humanité tient à ces deux valeurs, la dignité et la justice. La dignité et la justice. Pour Daleba, pour ma part, je dirais que la non-violence est un défi. Il appartient à chacun d'entre nous de le relever. Nous n'avons aucune certitude de réussir, mais le seul fait d'essayer donne déjà un sens à notre lutte. C'était votre podcast dans cet épisode avec Daleba Narounou de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Barkissa.